Devant 40 personnes assises autour de tables élégantes, la voix de ma grand-mère a fendu le brouhaha du dîner d'anniversaire comme un couteau dans la soie. Ses problèmes d'audition la faisaient parler plus fort que tout le monde. Et ses paroles ont résonné dans tout le restaurant. « Rebecca, comment te plais-tu dans la maison que je t'ai achetée ? » J'ai failli m'étouffer avec mon vin. « Quelle maison ? » Je vivais dans un 2 pièces exigu avec une cuisine si petite qu'on ne pouvait pas ouvrir les portes du réfrigérateur et des placards en même temps. Mais en voyant les visages de mes parents se vider de toutes couleurs, leurs fourchettes tombant bruyamment sur leurs assiettes, j'ai compris que quelque chose de terrible allait se produire. Voici l'histoire de la façon dont une simple question lors d'un dîner a révélé 30 ans de mensonges, de favoritisme et de trahison, une trahison si profonde qu'elle m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur la famille. C'est l'histoire de ce qui arrive quand les personnes qui sont censées vous aimer le plus décident que vos rêves ont moins de valeur que le confort de quelqu'un d'autre. Je m'appelle Rebecca et je dois vous raconter comment j'en suis arrivée là, car la trahison n'a pas commencé ce soir-là. Elle s'était construite pendant des décennies, cachée derrière les dîners de famille et les cartes d'anniversaire, masquée par cette sorte de cruauté désinvolte dont les familles excellent lorsqu'elles pensent que personne ne regarde. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Quand j'ai eu 18 ans, mes parents, Carole et Ben, m'ont convoqué dans le salon pour ce qu'ils ont appelé leur « discours d'indépendance ». Le message était d'une clarté brutale. J'étais désormais une adulte et il était temps que je fasse mon propre chemin dans le monde. Pas d'aide pour l'université, pas d'argent pour les manuels, pas de filet de sécurité, juste une ferme poussée hors du nid et une tape dans le dos. « Tu es intelligente, Rebecca », a dit mon père, sa voix portant ce ton de finalité que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. « Tu t'en sortiras. » Je me souviens être assise là, essayant de digérer ce qu'il me disait. D'autres jeunes que je connaissais recevaient des fonds pour leurs études, des colis de leurs parents, des parents qui s'inquiétaient de leurs repas et du mobilier de leur chambre d'étudiants. Moi, je recevais une poignée de main et un « bonne chance ». Pendant ce temps, ma sœur Jessica, plus jeune de plusieurs années, vivait dans un univers complètement différent. Mes parents avaient épargné pour ses études universitaires depuis sa naissance. De nouveaux vêtements apparaissaient régulièrement dans son placard. Pas n'importe quel vêtement, mais le genre de pièce de créateur qui rendait ses amies jalouses. Le dernier iPhone, dès qu'un nouveau modèle sortait, des sacs de marque qui coûtaient plus que mon budget d'épicerie mensuel, tout ce qui lui tapait dans l'œil. Le favoritisme était si flagrant que c'en était douloureux d'en être témoin. Mais j'avais appris très tôt que le signaler ne faisait qu'empirer les choses. Alors, j'ai ravalé cette douleur et j'ai continué d'avancer. C'est ce que j'ai fait. J'ai continué d'avancer. L'université était une sorte d'enfer particulier. Je partageais un appartement épouvantable avec 2 autres filles, Anna et Jane, dans un immeuble qui aurait dû être condamné il y a des années. L'endroit tombait en ruine d'une manière qui aurait été drôle si nous n'y vivions pas réellement. La nuit, des cafards grouillaient sur les comptoirs de la cuisine comme s'ils étaient chez eux. Le système de chauffage tombait en panne chaque hiver, et notre propriétaire traitait toute réparation comme une faveur personnelle que nous ne méritions pas. Je travaillais dans une épicerie, scannant des articles et mettant les courses en sac pendant que d'autres étudiants allaient à des fêtes et s'inquiétaient de problèmes universitaires normaux comme choisir une fraternité ou arriver à l'heure à leur cours de 10 heures. Certains soirs, je mangeais des nouilles instantanées et des crackers pendant 3 jours d'affilée parce que c'était littéralement tout ce que je pouvais me permettre. Je passais devant la librairie du campus en regardant des manuels qui coûtaient plus que mon budget d'épicerie hebdomadaire, sachant que je devrais les emprunter à des camarades de classe qui connaissaient à peine mon nom ou cherchaient d'anciennes éditions en ligne. L'épuisement était constant et profond. Travailler, étudier, essayer de garder la tête hors de l'eau tout en regardant mes camarades de classe stressés pour des choses qui me semblaient être des luxes. Des voyages de vacances de printemps à Cancun, de nouveaux ordinateurs portables, manger au restaurant quand ils le voulaient. C'étaient des concepts étrangers dans mon monde. Mais il y a une personne qui m'a sauvée pendant ces années sombres. Et son nom était Marie. C'était la mère de mon père, ma grand-mère, qui vivait dans un autre état, et elle était tout ce que mes parents n'étaient pas. Grand-mère Marie avait fait des investissements intelligents quand elle était plus jeune et vivait confortablement dans une belle maison avec une voiture fiable et assez d'argent pour aider sa famille en cas de besoin.
Elle avait cependant de graves problèmes d'audition, donc les conversations téléphoniques étaient impossibles. Nous communiquions par SMS à la place, et ces messages sont devenus ma bouée de sauvetage. Tous les quelques mois pendant mes études, je recevais un SMS d'elle qui me faisait pleurer de soulagement. Je t'envoie un peu d'aide, ma chérie. Concentre-toi sur tes études. Puis, 1000 ou 2000 dollars apparaissaient comme par magie sur mon compte. Et soudain, je pouvais manger de la vraie nourriture pendant un certain temps. Je pouvais acheter les manuels dont j'avais besoin au lieu d'essayer de les partager avec des camarades qui avaient leurs propres priorités. Je lui envoyais de longs messages de remerciement. Grand-mère, tu m'as encore sauvé la vie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Merci beaucoup. Elle répondait par des messages incroyablement gentils sur sa fierté envers moi et sur le fait que l'éducation était l'investissement le plus important qu'une personne puisse faire. Grâce à l'aide de grand-mère Marie, je n'avais besoin que d'un seul emploi au lieu des 2 ou 3 que certains de mes camarades de classe cumulaient. Je pouvais réellement assister à mes cours au lieu de travailler à chaque heure de veille. Sans son soutien, je n'aurais jamais obtenu mon diplôme. Elle a littéralement fait la différence entre le succès et l'abandon, entre l'espoir et le désespoir total. Maintenant, 7 ans plus tard, je travaillais toujours d'arrache-pied à mon poste, économisant toujours chaque centime que je pouvais. Je voulais mon propre logement si désespérément que c'en était presque douloureux. Pas en location, mais vraiment à moi. Quelque chose de permanent, quelque chose qui ne pouvait pas m'être enlevé par le caprice d'un propriétaire ou une augmentation de loyer que je ne pouvais pas me permettre. Je me privais de tout pour réaliser ce rêve. Pas de dîner chic au restaurant, pas de nouveaux vêtements à moins d'en avoir absolument besoin. Pas de vacances ni de week-end. Chaque dollar allait directement sur mon compte d'épargne, se construisant vers un rêve qui semblait à la fois impossible et absolument nécessaire. Ma famille ne me parlait presque plus. Maman et papa appelaient peut-être une fois par mois, généralement pour se plaindre de quelque chose ou pour demander comment allait le travail de cette manière polie mais distante qui montrait clairement qu'ils cochaient une case, sans se soucier réellement de la réponse. Jessica envoyait des SMS de temps en temps, mais surtout pour se vanter de la nouvelle chose que nos parents lui avaient achetée. Je voyais ses publications sur les réseaux sociaux, des sacs de créateurs, des repas dans des restaurants chers, des week-ends dans des stations balnéaires, et je me demandais ce que ce serait de vivre si nonchalamment. Je me sentais coupable de ne pas prendre plus souvent de nouvelles de grand-mère Marie. Elle vieillissait. Sa santé n'était pas excellente, et je savais qu'elle méritait mieux qu'un SMS occasionnel. Mais je travaillais 10 heures par jour, rentrais épuisée et passais les week-ends à rattraper tout ce que je ne pouvais pas faire pendant la semaine. La culpabilité me rongeait, mais je n'arrivais pas à trouver comment intégrer autre chose dans mon emploi du temps déjà surchargé. Alors, à l'approche de mon 30e anniversaire, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. J'ai envoyé un SMS à grand-mère Marie et l'ai invitée à mon appartement pour une petite célébration. J'étais vraiment enthousiaste à cette idée, la revoir enfin après toutes ces années, partager un repas dans mon petit espace, lui montrer comment son soutien m'avait aidé à construire quelque chose qui ressemblait à une vraie vie. Mais elle a répondu par SMS avec une nouvelle décevante. Des problèmes de santé l'empêcheraient de voyager. Elle était désolée, mais elle avait déjà donné mon cadeau d'anniversaire à mes parents, et ils me l'apporteraient à la fête. Je comprenais parfaitement. Sa santé devait passer avant tout. Mais la déception était cuisante. Une autre réunion de famille où je serais la dernière roue du carrosse, l'obligation, celle qui recevrait le reste d'attention après que tout le monde ait été servi. Le jour de ma fête est arrivé, et j'avais invité quelques amis du travail, Nicole, Andrew et Grace. Rien de chic, juste de la pizza et un gâteau dans mon minuscule salon. Mes parents et Jessica sont arrivés en dernier, naturellement, et ont immédiatement commencé leur routine habituelle. Cet endroit est si petit, a dit maman, regardant autour d'elle comme si elle sentait quelque chose de désagréable. L'éclairage est terrible ici, a ajouté papa, plissant les yeux vers mon plafonnier comme s'il l'avait personnellement offensé. Jessica a simplement levé les yeux au ciel et s'est affalée sur mon canapé sans même dire bonjour. Ils m'ont tendu leur cadeau avec l'enthousiasme de personnes cochant des cases sur une liste de choses à faire. Un parfum bon marché de maman que je ne porterai jamais,
une carte cadeau pour un restaurant où je n'irai jamais de la part de papa. Et un livre que je ne lirai jamais de la part de Jessica. Je pouvais dire qu'ils avaient attrapé ces choses à la dernière minute, probablement en venant. Oh, et voici le cadeau de ta grand-mère, a dit maman en sortant un magnifique vase en cristal d'un sac. Elle voulait que tu aies ça. J'ai pris le vase, sentant son poids dans mes mains. Il était vraiment magnifique, un cristal lourd et d'apparence coûteuse qui captait parfaitement la lumière. Merci, ai-je dit, me demandant pourquoi grand-mère Marie avait choisi quelque chose de si élégant et peu pratique pour mon minuscule appartement. Ils sont restés exactement 30 minutes. J'ai vraiment chronométré. Jessica a passé la plupart du temps à faire défiler son téléphone. Maman s'est plainte de la circulation et papa n'arrêtait pas de regarder sa montre comme s'il avait un rendez-vous important. Bon, on devrait y aller, a annoncé maman soudainement. On a des choses à faire. Oui, journée chargée, a convenu papa, attrapant déjà sa veste. Et comme ça, ils étaient partis. Mes amis sont restés tard, et nous avons vraiment passé un bon moment. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment de déception. C'était ma famille. C'était ce que j'avais. 30 minutes d'obligation déguisée en célébration. Après que tout le monde soit parti et que j'ai nettoyé, je me suis assise sur mon canapé, tenant le vase. Il était vraiment magnifique, et je me suis surprise à m'interroger sur le processus de pensée de grand-mère Marie en le choisissant. J'ai sorti mon téléphone et lui ai envoyé un simple SMS. Merci pour le magnifique vase. Je l'adore. Un mois s'est écoulé et je suis retombée dans ma routine habituelle. Travailler, économiser de l'argent, recommencer. J'étais à mon bureau un mardi après-midi, passant en revue les rapports trimestriels et essayant de ne pas penser à quel point je détestais mon travail quand mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant montrait ma cousine Evelyne et je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Salut, Evelyne. Quoi de neuf? Ai-je répondu, m'attendant à quelques potins de famille. Rebecca, il fallait que je t'appelle à ce sujet. Je suis honnêtement choquée, a-t-elle dit, sa voix portant une urgence qui m'a fait arrêter de taper et prêter attention. Choquée de quoi? Que Jessica ait acheté une maison. Je veux dire, à son âge. Comment a-t-elle pu se le permettre? Je fixais mon écran d'ordinateur, sentant comme si le monde venait de dévier légèrement de son axe. Evelyne, je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Quelle maison? La nouvelle maison de Jessica. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Le silence qui a suivi a semblé durer une éternité. Mon estomac s'est noué en réalisant que quelque chose d'important s'était passé dans ma famille. Et une fois de plus, j'étais la dernière à le savoir. Evelyne, je te jure, je n'ai aucune idée de quoi tu parles. Quelle maison? Sa voix est devenue plus douce, presque tendre. Oh mon Dieu, Rebecca, tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? Jessica a fait une pendaison de crémaillère il y a 2 jours. C'était énorme, genre 50 personnes. La maison est magnifique. Pas immense, mais vraiment sympa. Tout le monde demandait où tu étais. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans le ventre. Je n'étais pas invitée. C'est ce que j'ai pensé en ne te voyant pas. Mais tes parents ont dit à tout le monde que tu n'aimais pas les fêtes bruyantes, que tu es trop introvertie pour ce genre de choses. Mais Rebecca, ce n'est même pas le pire. J'ai entendu ta mère parler à la mienne plus tard. Elle chuchotait que tu étais jalouse de Jessica parce qu'elle avait acheté une maison si jeune. Elle a dit que tu étais amère à ce sujet. La colère m'a frappée comme une force physique. Jalouse. Amère. Je ne savais même pas pour la maison. Comment pouvais-je être jalouse de quelque chose dont je ne connaissais pas l'existence? Evelyne, je te jure, je n'avais aucune idée que Jessica avait acheté une maison. Personne ne m'a rien dit. Mon Dieu, Rebecca, c'est tellement tordu. Après avoir raccroché, je suis restée assise à regarder mon téléphone, essayant de digérer ce que je venais d'apprendre. Ma sœur de 25 ans, qui venait d'obtenir son diplôme et travaillait à temps partiel dans un café, avait réussi à acheter une maison. D'où avait-elle tiré cet argent? Comment était-ce possible?
Le lendemain matin, j'ai appelé Jessica directement. Elle a répondu à la 3e sonnerie, sa voix enjouée et désinvolte comme si de rien n'était. Jessica, j'ai entendu dire que tu avais acheté une maison. Pourquoi ne m'as-tu pas invitée à la pendaison de crémaillère? Elle a carrément ri. Allons, Rebecca. Tu sais bien que tu n'aimes pas les fêtes. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Je serais venue si tu m'avais invitée. Peu importe. Ce n'est pas si grave. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Où as-tu trouvé l'argent pour acheter une maison, Jessica? La ligne est devenue silencieuse pendant plusieurs secondes. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix avait complètement changé, froide et tranchante. Maman et papa me l'ont donné, et de toute façon, ça ne te regarde pas. Je dois y aller. Elle a raccroché avant que je puisse répondre, me laissant tenir le téléphone et fixer le mur. Maman et papa le lui avaient donné. Les mêmes parents qui avaient refusé de m'aider pour l'université, qui m'avaient fait un discours d'indépendance, à 18 ans, avaient apparemment donné à Jessica assez d'argent pour acheter une maison. Les 3 mois suivants ont été une torture absolue. Jessica n'arrêtait pas de poster des photos de sa maison sur les réseaux sociaux avec des légendes comme « tellement reconnaissante à mes parents incroyables d'avoir rendu cela possible ». Chaque publication était comme une gifle délibérée. Je regardais les photos de sa belle cuisine, de son salon spacieux, de son parfait petit jardin, et je pensais à mes années d'université. Les dîners de nouilles instantanées et de crackers, le chauffage cassé, les nuits où j'avais pleuré d'épuisement et de stress pendant que mes parents économisaient apparemment de l'argent pour acheter une maison à Jessica. Puis, le 35e anniversaire de mariage de mes parents approchait. Je voulais vraiment y aller cette fois-ci, malgré tout ce qui s'était passé. Je leur ai même acheté un beau cadeau, un cadre photo cher avec leur photo de mariage dedans. Ça m'a coûté presque $200, mais je pensais que ce serait significatif, quelque chose qui montrerait que je me souciais encore de notre famille malgré la distance croissante. J'ai vu l'annonce sur la page Facebook de maman concernant la fête d'anniversaire à venir, avec la date et le lieu, un restaurant chic du centre-ville. Étrangement, ils ne m'ont jamais appelé directement ni envoyé d'invitation, mais j'ai pensé qu'ils étaient juste occupés par l'organisation. 3 jours avant l'anniversaire, j'ai reçu un SMS de grand-mère Marie qui a fait battre mon cœur. Je me sens mieux ces jours-ci. J'ai hâte de célébrer l'anniversaire de Ben et Carole. Ce sera merveilleux de te revoir en personne, ma chérie. Je sais que tu as été si occupée par le travail que nous n'avons pas eu l'occasion de nous voir. J'étais tellement excitée. Enfin, une chance de revoir grand-mère Marie et de célébrer quelque chose en famille. Peut-être que cela pourrait être un tournant, une chance de renouer les liens et de dépasser les dynamiques étranges qui s'étaient installées. Mais le lendemain, mon téléphone a sonné. C'était maman. Salut, maman. J'ai hâte d'être à la fête d'anniversaire. Je vous ai déjà acheté un cadeau à papa et à toi. Rebecca, sa voix semblait tendue, mal à l'aise. Nous devons parler de samedi. Nous avons décidé que nous ne voulions pas que tu viennes. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire par « vous ne voulez pas que je vienne » ? Nous avons dû réduire le nombre de places. Tu n'as pas vraiment besoin d'être là. Tu pourras venir à la maison une autre fois pour nous féliciter. Mais pourquoi vous ne voulez pas de moi ? Elle avait déjà raccroché. Je suis restée assise là, tenant mon téléphone, complètement choquée. Par le passé, j'aurais été blessée et je serais simplement restée à la maison, acceptant cela comme un autre exemple du peu d'importance que j'avais pour eux. Mais cette fois, c'était différent. Grand-mère Marie allait être là. Je ne l'avais pas vue depuis des années, et elle s'attendait à me voir. Je n'allais pas laisser mes parents m'empêcher de voir la seule personne de ma famille qui se souciait vraiment de moi. Le lendemain, j'ai envoyé leur cadeau d'anniversaire par coursier avec un mot, espérant qu'ils passeraient une merveilleuse célébration. Puis, le samedi, j'ai mis ma plus belle robe et j'ai conduit jusqu'au restaurant. Quand je suis entrée dans la salle à manger, j'ai vu environ 40 personnes assises à des tables élégamment dressées. Grand-mère Marie était déjà là, assise à une place d'honneur près de l'avant. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs, plus fragile,
mais elle portait une magnifique robe bleue et ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Elle avait l'air digne et gracieuse, exactement comme je m'en souvenais. Au moment où mes parents m'ont vue, la panique a traversé leur visage. Maman s'est précipitée vers moi, sa voix urgente, et a chuchoté, « Rebecca, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit de ne pas venir. S'il te plaît, pars. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. » Papa est apparu derrière elle, le visage rouge. « S'il te plaît, Rebecca. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour quoi que ce soit. » Mais alors, la voix de grand-mère Marie a retenti dans le restaurant comme une cloche. À cause de ses problèmes d'audition, elle parlait très fort et ses paroles ont résonné dans toute la pièce. « Rebecca. Oh, ma magnifique petite fille. Je suis si heureuse de te voir. » Toutes les têtes dans le restaurant se sont tournées pour nous regarder. Maman et papa se sont figés, leurs visages pâles. Ben, Carole, amenez Rebecca s'asseoir à côté de moi tout de suite. Je n'ai pas vu cette fille depuis bien trop longtemps. Avec 40 paires d'yeux les regardant et des sourires forcés plaqués sur leurs visages, mes parents n'ont pas eu le choix. Ils m'ont conduite à la table de grand-mère Marie, faisant déplacer Jessica de l'autre côté de la table pour que je puisse m'asseoir à côté de ma grand-mère. « Voilà ma fille », a dit grand-mère Marie, me serrant la main avec une force surprenante. Maintenant, c'est une vraie célébration de famille. Le dîner a commencé, et tout le monde a essayé d'agir normalement, mais je pouvais sentir la tension irradier de la table de mes parents comme la chaleur d'un feu. Ils n'arrêtaient pas de jeter des regards nerveux à grand-mère Marie et à moi. Jessica me foudroyait du regard de l'autre côté de la table comme si j'avais ruiné sa soirée entière juste par mon existence. Les invités ont porté de charmants toasts au long mariage de mes parents. Oncle Henri a parlé de leur générosité et de leur bienveillance. Tante Audrey a mentionné à quel point ils étaient de merveilleux parents. J'étais assise là, écoutant tous ces compliments sur mes parents et me demandant si ces gens parlaient des mêmes Carole et Ben que je connaissais. Grand-mère Marie me serrait la main toutes les quelques minutes. « Je suis si contente que tu sois là, ma chérie », n'arrêtait-elle pas de dire. Ça fait trop longtemps. J'appréciais vraiment d'être à côté d'elle, de la voir enfin en personne après toutes ces années. Elle avait l'air plus fragile que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient toujours vifs et brillants. Elle portait un magnifique collier de diamants que je n'avais jamais vu auparavant, et sa présence était comme un bouclier protecteur autour de moi. À peu près à mi-parcours du dîner, après que le plat principal ait été servi, grand-mère Marie s'est tournée vers moi. Sa voix, comme toujours, était assez forte pour que tout le restaurant l'entende. « Rebecca, comment te plais-tu dans la maison que je t'ai offerte pour ton 30e anniversaire ?» Tout le restaurant est devenu silencieux. Je veux dire, complètement, totalement silencieux. Tout le monde a arrêté de manger et nous a regardés. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin des bouches. Les conversations sont mortes en plein milieu d'une phrase. Je me suis penchée vers son oreille et j'ai dit aussi clairement que possible, « Grand-mère, je ne suis au courant d'aucune maison. Maman et papa m'ont offert un magnifique vase de ta part pour mon anniversaire. » Le visage de grand-mère Marie a complètement changé. La confusion a traversé ses traits, puis la compréhension, puis une sorte de fureur froide que je n'avais jamais vue auparavant. Un vase? Quel vase? À cet instant précis, j'ai entendu le son distinct de 2 fourchettes heurtant des assiettes simultanément. J'ai regardé et j'ai vu que mes parents avaient tous les deux laissé tomber leur couvert. Leurs visages étaient blancs comme des draps et les mains de papa tremblaient réellement. Tous les invités regardaient en va-et-vient entre grand-mère Marie et mes parents, essayant de comprendre ce qui se passait. Le silence était si épais qu'on pouvait entendre les gens respirer. Grand-mère Marie s'est lentement tournée pour faire face à mes parents. Sa voix est devenue encore plus forte, si c'était possible. « Ben, Carole, je veux que vous m'expliquiez tout de suite où est passé l'argent que je vous ai donné pour acheter une maison à Rebecca. » Le silence dans le restaurant était assourdissant. 40 personnes retenant leur souffle, attendant une réponse dont tout le monde savait qu'elle allait tout changer. « Maman, peut-être devrions-nous en discuter en privé », a dit papa, sa voix craquant sous la tension. « Non, je veux savoir maintenant. Je vous ai donné de l'argent pour acheter une maison à Rebecca il y a 3 mois. Je vous ai aidé avec l'agent immobilier.
J'ai signé tous les papiers pour mettre la maison au nom de Rebecca, et je vous ai donné les clés à lui remettre pour son anniversaire. Où est cette maison? Papa s'est levé, sa chaise raclant bruyamment le sol. Tout son corps tremblait comme une feuille dans une tempête. Maman pleurait silencieusement dans sa serviette, son maquillage coulant sur ses joues. Maman, nous avons donné la maison à Jessica à la place. Les hoquets de surprise des invités furent audibles. Le verre de vin de quelqu'un a cliqueté en étant posé trop fort sur la table. J'ai entendu une femme murmurer, « Oh mon Dieu », quelque part derrière moi. Quoi? La voix de grand-mère Marie était si forte que j'ai cru que les fenêtres allaient se briser. Jessica a soudainement bondi de sa chaise, le visage rouge de colère et de panique. Cette maison est à moi. Maman et papa me l'ont donnée. Je ne la donne à personne. Jessica, assieds-toi, a commandé grand-mère Marie, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui a élevé des enfants et qui ne se laisserait pas questionner. Cette maison a été achetée pour Rebecca avec mon argent. Je m'en fiche. Jessica était maintenant debout près de la table, pleurant et criant. C'est ma maison maintenant. J'y vis depuis des mois. Vous ne pouvez pas me l'enlever comme ça. Grand-mère Marie se leva lentement, ses mouvements délibérés et dignes malgré son âge. Elle fit signe à mes parents d'un geste qui traduisait à la fois l'autorité et une profonde déception. Ben, Carole, venez ici tout de suite. Mes parents se regardèrent avec l'expression désespérée de personnes qui savaient qu'elles allaient faire face à des conséquences inéluctables. Ils se sont approchés à contre-cœur de l'endroit où se tenait grand-mère Marie. Elle a pressé son appareil auditif et s'est penchée près d'eux. Sa voix est tombée à presque un murmure, ce qui était inhabituel pour elle. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, et personne d'autre dans le restaurant non plus, mais je pouvais voir les visages de mes parents devenir de plus en plus pâles à chaque mot. Papa a commencé à hocher la tête frénétiquement, comme s'il acceptait quelque chose qu'il ne voulait pas accepter. Maman a mis sa main sur sa bouche comme si elle allait être malade. Après environ 2 minutes de cette conversation silencieuse mais visiblement intense, mes parents sont retournés à leur table. Ils avaient l'air d'avoir vu un fantôme. Les mains de papa tremblaient encore alors qu'il se levait et s'adressait à la salle d'une voix qui craquait sous la tension. Tout le monde, merci d'être venu ce soir. Nous apprécions que vous célébriez avec nous, mais nous devons mettre fin à la fête maintenant. Il est temps pour tout le monde de rentrer à la maison. Les invités ont commencé à rassembler leurs affaires, chuchotant entre eux sur ce qu'ils venaient de voir. J'ai entendu des bribes de conversation alors que les gens passaient devant notre table. Tu as entendu ce qu'elle a dit à propos d'une maison? Cette pauvre fille. Ils ont donné sa maison à sa sœur. Quel genre de parent fait ça? Je me suis tournée vers grand-mère Marie, qui rassemblait son sac à main avec des mouvements qui semblaient à la fois fatigués et déterminés. Voudrais-tu venir passer la nuit dans mon appartement? Oui, ma chérie. Je ne veux pas rester avec eux après ce qu'ils ont fait. Ce soir-là, grand-mère Marie et moi nous sommes assises dans mon petit salon et avons eu la conversation la plus longue et la plus honnête que nous ayons jamais eue. Elle m'a dit des choses qui m'ont glacé le sang. Je leur ai donné 60 000 $ pour t'acheter une maison il y a 3 mois, a-t-elle dit, sa voix lourde de douleur. J'ai examiné tous les papiers, travaillé avec l'agent immobilier, m'assurant que tout était à ton nom. Je leur ai même donné les clés pour te les remettre pour ton anniversaire. Mais ils m'ont donné un vase à la place, ai-je dit. Et nous avons toutes les deux commencé à rire de l'absurdité de la situation. Ton père utilise mon compte bancaire personnel depuis des années, a-t-elle poursuivi. Chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent pour les affaires de Jessica, pour leurs propres dépenses, ils se servaient simplement. Je leur faisais confiance parce que Ben est mon fils. Le lendemain matin, mes parents se sont présentés à ma porte avec un trousseau de clés. Papa ne pouvait même pas me regarder en me les tendant. C'est pour toi, a-t-il dit doucement. Les clés de la maison. Je les ai prises sans rien dire. Qu'y avait-il à dire? Une semaine plus tard, j'ai conduit jusqu'à ma maison. Ma vraie maison, la maison qui était censée être la mienne depuis le début. Elle était petite mais magnifique, avec un petit jardin à l'avant et des jardinières sous les fenêtres. Quand je suis entrée,
j'ai pu voir que mes parents l'avaient clairement choisi et décoré en pensant à Jessica, pas à moi. La cuisine avait des touches de rose partout. La chambre était peinte en lavande, la couleur préférée de Jessica. Mais elle était à moi maintenant, et j'allais en faire un chez moi. 6 mois se sont écoulés depuis ce terrible dîner d'anniversaire. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Jessica depuis, et le drame, le favoritisme ou le sentiment constant de ne pas être assez bien ne me manque pas. Ma maison commence vraiment à ressembler à un foyer. J'ai repeint le rose et le lavande avec des couleurs que j'aime vraiment. J'ai planté un petit potager dans le jardin où je peux regarder les choses pousser et prospérer sous mes soins. Plus important encore, je rends visite à grand-mère Marie régulièrement. Un week-end sur 2, je conduis jusqu'à son état et je passe du temps avec elle. Nous cuisinons ensemble, regardons de vieux films et parlons de tout. Tu es la petite fille que j'ai toujours espéré que tu serais, m'a-t-elle dit le mois dernier. Intelligente, indépendante et honnête. Tes parents ont élevé Jessica pour qu'elle soit capricieuse et gâtée, mais d'une manière ou d'une autre, tu es devenue différente. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je suis vraiment heureuse. J'ai ma propre maison, une sécurité financière et une relation avec le seul membre de la famille qui m'aime vraiment. Il a fallu 30 ans et un dîner de famille catastrophique, mais j'ai finalement obtenu ce que je méritais. Parfois, les trahisons les plus douloureuses nous mènent exactement là où nous devons être. Parfois, perdre la famille que l'on croyait avoir nous aide à trouver la famille que l'on mérite vraiment. Merci de m'avoir écouté et si vous aimez cette histoire, partagez-la avec d'autres. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur les secrets de famille, les secondes chances et la découverte de votre propre valeur lorsque les personnes les plus proches de vous vous font défaut. Parfois, la vérité la plus retentissante vient de la voix la plus silencieuse.